Le soleil couchant baignait les rues pavées de Rouen d'une lueur orangée, projetant des ombres allongées sur les façades à colombage des maisons médiévales. L'inspectrice Claire Dumont remontait la rue Jeanne d'Arc d'un pas pressé, son manteau serré contre elle pour se protéger du froid mordant de novembre. Ses talons claquaient sur les pavés usés, rythmant ses pensées tourbillonnantes. Encore une disparition, murmura-t-elle pour elle-même, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. C'était le troisième enfant en moins de 6 mois. D'abord Léa, 8 ans, puis Thomas, 10 ans, et maintenant la petite Sophie, à peine 7 ans. Tous volatilisés sans laisser de traces, comme avalés par les ombres de la ville. Claire s'arrêta un instant devant la majestueuse cathédrale Notre-Dame, son regard se perdant dans les arcs-boutants et les gargouilles qui semblaient la scruter depuis les hauteurs. Un frisson lui parcourut l'échine, non seulement à cause du froid, mais aussi de l'impression grandissante que ces disparitions cachaient quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple série de kidnappings. Elle reprit sa marche, passant devant le gros horloge, dont le mécanisme séculaire continuait imperturbablement à égrener les secondes, indifférent au drame qui se jouait dans la ville. L'odeur des marrons chauds vendus par un marchand ambulant flottait dans l'air, contrastant cruellement avec l'atmosphère pesante qui enveloppait Claire. Enfin, elle poussa la lourde porte du commissariat, accueillie par le brouhaha familier et l'odeur âcre du café trop cuit. Son collègue, Marc Leroy, l'attendait, le visage grave, ses yeux cernés trahissant des nuits sans sommeil. « Les parents de Sophie sont là », annonça-t-il, sa voix trahissant une fatigue profonde. « Ils sont dévastés. » Claire hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. « Allons-y, » dit-elle, prenant une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle d'interrogatoire. Les yeux rougis de Madame Mercier se levèrent vers elle, implorant. Son mari, assis à côté d'elle, semblait absent, le regard fixé sur ses mains tremblantes. « S'il vous plaît, retrouvez notre petite fille, » sanglota Madame Mercier, sa voix brisée par l'émotion. Claire s'assit en face du couple, son carnet à la main. Elle ressentit une boule se former dans sa gorge, mais s'efforça de garder une voix calme et professionnelle. « Je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, » assura-t-elle. « Racontez-moi tout ce qui s'est passé hier soir. » Monsieur Mercier prit la parole, sa voix à peine audible. « Nous avions dîné en famille. Sophie était fatiguée, alors nous l'avons mise au lit vers 20 h. Nous avons vérifié qu'elle dormait vers 21 h, et tout allait bien. Mais ce matin... » Sa voix se brisa. « Ce matin, quand je suis allé la réveiller pour l'école, elle n'était plus là, » continua Madame Mercier, les larmes coulant sur ses joues. Son lit était fait, comme si elle ne s'y était jamais couchée. « C'est impossible, nous l'avons vue dormir. » Claire nota chaque détail, son esprit analytique cherchant déjà des connexions avec les cas précédents. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Des personnes étranges rôdant autour de votre maison, des appels suspects ?» Les parents échangèrent un regard hésitant. « Eh bien, » commença Monsieur Mercier, Sophie parlait d'un « ami imaginaire » ces dernières semaines. « Un homme en noir », disait-elle. « Nous pensions que c'était juste un jeu d'enfant. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Un homme en noir. » Cette description rappelait étrangement un détail mentionné dans l'affaire de Léa, la première disparue. « Pouvez-vous me décrire plus précisément ce que Sophie vous a dit sur cet « ami » demanda Claire, s'efforçant de garder une voix neutre malgré l'excitation qui montait en elle. Madame Mercier ferma les yeux, comme pour mieux se concentrer. Elle disait qu'il était grand, toujours habillé en noir. Qu'il lui racontait des histoires sur la ville, des secrets que personne d'autre ne connaissait. Elle semblait fascinée. Claire échangea un regard lourd de sens avec Marc, qui assistait silencieusement à l'interrogatoire. Il hocha imperceptiblement la tête, confirmant qu'il avait lui aussi fait le lien. « Merci, » dit doucement Claire en se levant. « Nous allons faire tout notre possible pour retrouver Sophie. Je vous tiendrai personnellement informé de l'avancée de l'enquête. » Une fois sortis de la salle d'interrogatoire, Claire et Marc se dirigèrent vers leur bureau, plongés dans un silence tendu. « Un homme en noir, » murmura Marc, brisant enfin le silence. « Comme dans l'affaire de Léa. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas ?» Claire secoua la tête, son regard perdu dans le vague. « Non, ça ne peut pas être une coïncidence. Mais comment est-ce possible? Comment un homme peut-il entrer dans des maisons fermées, prendre des enfants sans laisser la moindre trace ?» Elle s'assit lourdement à son bureau, fixant le mur couvert de photos et de notes sur les disparitions. 3 visages d'enfants la regardaient, leur sourire figé sur le papier glacé contrastant cruellement avec l'horreur de leur situation.
Il y a quelque chose qui nous échappe, dit-elle, plus pour elle-même que pour Marc. Quelque chose d'ancien, peut-être. Cette ville a tellement d'histoire, tellement de secrets. Marc s'appuya contre le bureau, son visage reflétant un mélange de frustration et de détermination. Que fait-on maintenant? On n'a aucune piste concrète, aucun indice matériel. Claire se leva brusquement, une lueur nouvelle dans le regard. Les archives, dit-elle. Demain, nous irons aux archives municipales. Si ces disparitions ont un lien avec l'histoire de Rouen, nous trouverons peut-être des indices dans les vieux dossiers. Alors qu'elle prononçait ces mots, un coup de vent fit claquer une fenêtre mal fermée, faisant sursauter les deux inspecteurs. Dehors, la nuit était tombée sur Rouen, enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité. Les lumières des réverbères projetaient des ombres dansantes sur les murs, comme autant de fantômes du passé s'éveillant à la faveur de l'obscurité. Claire frissonna, sentant le poids de siècles d'histoire peser sur ses épaules. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque part, dans les ruelles sombres et tortueuses de la vieille ville, un homme en noir se préparait peut-être à frapper à nouveau. « Rentrez chez vous, Marc, dit-elle doucement. Demain sera une longue journée. » Alors que son collègue quittait le bureau, Claire resta un moment immobile, contemplant la ville endormie par la fenêtre. Les cloches de la cathédrale sonnèrent au loin, leur son grave et mélancolique se répercutant dans les rues désertes. « Je vous retrouverai, murmura-t-elle, comme une promesse faite aux enfants disparus. Quoi qu'il m'en coûte, je percerai le mystère qui hante cette ville. » Sur ces mots, elle éteignit la lumière de son bureau et quitta le commissariat, ses pas résonnant dans le silence de la nuit. Derrière elle, les ombres semblaient s'étirer, comme pour la suivre, porteuses de secrets que Rouen n'était pas encore prête à révéler. L'aube se levait à peine sur Rouen lorsque Claire Dumont poussa la lourde porte des archives municipales. L'odeur de vieux papier et d'humidité l'enveloppa dès son entrée, évoquant des siècles d'histoire enfermés entre ses murs. Les rayons matinaux filtraient à travers les hautes fenêtres, révélant des particules de poussière dansant dans l'air, comme autant de fragments du passé en suspension. Claire avait passé une nuit blanche, hantée par les visages des enfants disparus et par l'image insaisissable de l'homme en noir. Elle était persuadée que la clé du mystère se trouvait dans le passé de la ville, enfouie quelque part dans ses étagères croulant sous le poids des documents. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda une voix chevrotante, faisant sursauter Claire. Elle se tourna pour faire face à un vieil homme aux lunettes épaisses, dont les yeux pâles semblaient avoir vu défiler des générations d'histoire. Son badge indiquait « Albert Lefebvre, archiviste en chef ». « Je suis l'inspectrice Dumont », se présenta Claire, montrant rapidement son insigne. « Je recherche des informations sur d'éventuelles disparitions d'enfants à Rouen, disons, au cours des 50 dernières années. » Le visage de l'archiviste s'assombrit, comme si un nuage était passé devant le soleil. « Ah, vous rouvrez de vieilles blessures, inspectrice, murmura-t-il. Suivez-moi. » Albert les guida à travers un dédale d'étagères, ses pas lents mais assurés trahissant une familiarité profonde avec ces lieux. Claire ne put s'empêcher de remarquer les titres sur les reliures des livres qu'il dépassait, chroniques médiévales, registres de l'Inquisition, journaux de la Révolution. L'histoire de Rouen semblait murmurer à ses oreilles, chuchotant des secrets oubliés. Ils s'arrêtèrent enfin devant une section particulièrement poussiéreuse. « Voici, » dit Albert en sortant un dossier jaunâtre. L'affaire des disparus de 73 minutes. 5 enfants, évanouis dans la nature en l'espace de 2 semaines. Jamais résolus. Claire sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle ouvrait le dossier. Les similitudes étaient frappantes, même tranche d'âge, même absence totale d'indices, même période de l'année. Et là, sur une note griffonnée à la hâte, une mention qui lui glaça le sang, témoin mentionne un homme en noir. « Il y a eu d'autres cas ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son excitation malgré elle. Albert hocha lentement la tête, ses yeux semblant se perdre dans des souvenirs lointains. 1923, 1873. Tous les 50 ans, comme une horloge macabre. Toujours en novembre. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Pourquoi ces affaires ne sont-elles pas dans nos archives policières? Les autorités ont toujours étouffé l'affaire, murmura l'archiviste, jetant un regard furtif autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Trop effrayant, trop inexplicable. Ça ne cadrait pas avec l'image d'une ville sûre et prospère qu'on voulait donner. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux, faisant sursauter Claire. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait que des rangées silencieuses de documents. Ce bâtiment est ancien, dit Albert avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Il a ses propres fantômes.
Claire rassembla les documents, son esprit en ébullition. Alors qu'elle s'apprêtait à remercier l'archiviste, une question lui brûlait les lèvres. « Monsieur Lefebvre, vous semblez en savoir beaucoup sur ces affaires. Étiez-vous impliqué d'une manière ou d'une autre ?» Le vieil homme resta silencieux un long moment, son regard se perdant dans le vide. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. « J'étais un jeune assistant ici en 1973. J'ai vu des choses. Des choses que je ne peux pas expliquer, même après toutes ces années. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous vu ?» Albert secoua la tête, comme pour chasser de mauvais souvenirs. « Ce n'est pas le lieu pour en parler. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, retrouvez-moi ce soir au café de la cathédrale. Je vous dirai ce que je sais. » Claire acquiesça, sentant qu'elle était sur le point de plonger dans quelque chose de bien plus profond et ancien qu'elle ne l'avait imaginé. Elle remercia Albert et quitta les archives, les bras chargés de dossiers. En sortant dans la rue, le vent s'était levé, faisant tourbillonner les feuilles mortes à ses pieds. Claire serra les dossiers contre elle, déterminée à percer le mystère qui hantait Rouen depuis des générations. Mais à mesure qu'elle s'enfonçait dans cette enquête, elle commençait à se demander si certains secrets n'étaient pas mieux gardés enfouis dans les ombres du passé. Elle regagna le commissariat, son esprit bouillonnant d'informations et de questions. Marc l'attendait, un café à la main et une expression inquiète sur le visage. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », remarqua-t-il en lui tendant la tasse fumante. Claire eut un rire sans joie. « Des fantômes, c'est peut-être exactement ce que nous chassons, Marc. » Elle étala les dossiers sur son bureau et commença à expliquer ses découvertes à son partenaire. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle voyait le visage de Marc passer de l'incrédulité à la stupéfaction, puis à une inquiétude grandissante. « Attends, » l'interrompit-il, « tu es en train de me dire que ces disparitions se répètent tous les 50 ans depuis au moins un siècle et demi? Comment est-ce possible que personne n'ait fait le lien avant ?» Claire secoua la tête, frustrée. Les affaires ont été étouffées à chaque fois. Et sans les outils que nous avons aujourd'hui pour partager l'information, chaque génération a dû recommencer à zéro. Elle s'arrêta un instant, hésitante, avant de poursuivre. Il y a autre chose, Marc. L'archiviste, Lefebvre, il sait quelque chose. Il m'a donné rendez-vous ce soir pour en parler. Marc fronça les sourcils. Je n'aime pas ça, Claire. Ça sent le piège à plein nez. Je sais, admit-elle. Mais c'est notre meilleure piste. Je dois y aller. Le reste de la journée passa dans un brouillard de recherches frénétiques et de théories de plus en plus farfelues. Plus Claire creusait, plus elle avait l'impression de s'enfoncer dans un labyrinthe sans fin, où chaque réponse ne faisait que soulever de nouvelles questions. Lorsque le soir tomba enfin sur Rouen, enveloppant la ville dans un manteau de brume, Claire se dirigea vers le café de la cathédrale. Les cloches sonnaient l'Angélus, leur son grave résonnant dans les rues pavées presque désertes. Le café était presque vide, baigné dans une lumière tamisée qui projetait des ombres dansantes sur les murs. Dans un coin, Albert Lefebvre était assis, ses mains ridées serrées autour d'une tasse de café. Quand il leva les yeux vers Claire, elle fut frappée par la profonde tristesse qu'elle y lut. « Inspectrice, » dit-il doucement alors qu'elle s'asseyait en face de lui. « Avant de commencer, je dois vous demander, êtes-vous sûr de vouloir connaître la vérité? Certaines connaissances sont un fardeau lourd à porter. » Claire hésita un instant, sentant le poids de la décision qui se présentait à elle. Puis, pensant aux enfants disparus, à leur famille brisée, elle hocha fermement la tête. « Je suis prête, monsieur Lefebvre. Dites-moi tout. » Le vieil homme prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux sombres et profondes. « Très bien. Tout a commencé il y a bien longtemps, dans les catacombes sous la ville. » Alors qu'Albert commençait son récit, Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait l'impression que les ombres du café s'épaississaient autour d'eux, comme pour écouter les secrets longtemps gardés qui allaient enfin être révélés. Les paroles d'Albert Lefebvre résonnaient encore dans l'esprit de Claire alors qu'elle remontait les quais de la Seine d'un pas rapide. La nuit était tombée sur Rouen, enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité percé çà et là par les lueurs tremblotantes des réverbères. Le fleuve coulait silencieusement à sa droite, ses eaux noires reflétant les lumières de la ville comme autant d'yeux scrutateurs. Les catacombes, avait murmuré Albert, ses yeux voilés par des souvenirs douloureux. Elles s'étendent sous toute la ville, bien plus vastes et anciennes que ce que les gens imaginent. Et dans leur profondeur, quelque chose attend. Quelque chose qui se nourrit de la peur et de l'innocence. Claire frissonna,
pas seulement à cause du froid qui s'insinuait sous son manteau. Les révélations de l'archiviste avaient ouvert une porte sur un monde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, un monde où les légendes urbaines et les contes de fées prenaient une dimension terrifiante de réalité. Son téléphone vibra soudainement, la faisant sursauter. Un message de Marc, viens vite au quai. On a peut-être quelque chose. Le cœur battant, Claire accéléra le pas. 10 minutes plus tard, elle rejoignait son collègue près du pont Bois-Eldieu. Marc n'était pas seul. À ses côtés se tenait un vieil homme aux yeux bleus perçants, l'air nerveux et agité. « Claire, voici Monsieur Lefebvre », présenta Marc. Il dit avoir des informations sur les disparitions. Claire fronça les sourcils, surprise. « Lefebvre ? Comme Albert Lefebvre, l'archiviste ?» Le vieil homme hocha la tête, son regard balayant nerveusement les alentours. « Son frère. Je m'appelle Georges. Albert m'a contacté après votre rencontre. Il pensait que je devais vous parler. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Vous savez quelque chose sur les disparitions ?» Georges Lefebvre prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. « J'étais gamin en 73, commença-t-il d'une voix rauque. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. » Claire et Marc échangèrent un regard lourd de sens. « Continuez, s'il vous plaît, » encouragea doucement Claire. C'était un soir de novembre, comme aujourd'hui. Je rentrais tard de chez un ami, en coupant par les petites rues près de la cathédrale. Et c'est là que je l'ai vu ? Sa voix se brisa un instant. Un homme, grand, tout habillé de noir. Il tenait la main d'un enfant. Au début, j'ai pensé que c'était juste un père et son fils, mais quelque chose clochait. L'enfant, il ne se débattait pas. C'était comme s'il était hypnotisé. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Où allait-il ? Vers les catacombes, murmura Georges. Il y a une entrée cachée, près de l'église Saint-Maclou. Je les ai suivis, à distance. L'homme a ouvert une porte que je n'avais jamais remarquée avant, et ils ont disparu à l'intérieur. Marc fronça les sourcils. Les catacombes ? Quelles catacombes ? Georges eut un rire amer. Rouen est construite sur un réseau de tunnels anciens, inspecteur. La plupart sont oubliés aujourd'hui. Mais ils sont là, sous nos pieds, gardant leurs secrets. Claire allait poser une autre question quand soudain, un cri déchira l'air, provenant de sous le pont. Sans hésiter, elle et Marc se précipitèrent, laissant Georges Lefebvre derrière eux. Sous l'arche du pont, éclairée par la faible lueur d'un réverbère, ils trouvèrent une fillette en larmes, tremblante de froid et de peur. « Sophie !» s'exclama Claire, reconnaissant l'enfant disparu. La petite leva vers eux des yeux vides, comme absents. Son visage était pâle, ses cheveux emmêlés, et sa robe de nuit était tachée de boue. « L'homme en noir », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il m'a dit de l'attendre ici. Il va revenir me chercher. » Claire s'agenouilla devant l'enfant, essayant de capter son regard. « Sophie, tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal. Peux-tu me dire où tu étais ?» Mais la fillette semblait ne pas l'entendre, son regard fixé sur un point invisible au-delà de l'épaule de Claire. « Il chante, murmura-t-elle. Il chante des chansons sur la ville, sur les secrets cachés sous les rues. » Claire échangea un regard alarmé avec Marc. Quand ils se retournèrent, ils constatèrent que Georges Lefebvre avait disparu. « Je vais l'appeler une ambulance, » dit Marc, sortant son téléphone. Pendant que son collègue s'occupait des formalités, Claire enveloppa Sophie dans sa veste, essayant de la réchauffer. Son esprit tourbillonnait de questions. Comment la fillette s'était-elle échappée ? Qui était vraiment cet homme en noir ? Et surtout, que se passait-il réellement dans les profondeurs de Rouen ? Alors qu'une ambulance emmenait Sophie pour un examen médical, Claire ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Georges Lefebvre. Les catacombes de Rouen. Une piste oubliée depuis des décennies, peut-être la clé de toute l'affaire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Marc, l'air épuisé mais déterminé. Claire prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision qui pesait sur ses épaules. « On va explorer ces catacombes, » dit-elle fermement. « Demain soir. Il faut qu'on découvre ce qui se cache vraiment sous cette ville. » Le vent se leva, apportant avec lui l'odeur de la rivière et un sentiment de malaise. Au loin, les cloches de la cathédrale sonnèrent minuit, leur son grave se répercutant dans les rues désertes comme un avertissement. Claire savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour.
Les ombres de Rouen cachaient des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé, et elle était sur le point de les affronter. Alors qu'elle et Marc retournaient vers leur voiture, elle ne put s'empêcher de jeter un regard par-dessus son épaule, scrutant les ombres qui semblaient s'étirer derrière eux. Quelque part dans la nuit, elle en était certaine, l'homme en noir les observait, attendant patiemment son heure. Et dans les profondeurs de la ville, quelque chose d'ancien et de terrible s'éveillait, prêt à réclamer son dû. « Marc, dit-elle doucement alors qu'ils montaient en voiture, je crois qu'on va avoir besoin de renforts pour cette expédition. Et d'équipement. Beaucoup d'équipement. » Son partenaire hocha gravement la tête, comprenant l'implication de ses paroles. Il n'allait pas simplement enquêter sur des disparitions d'enfants. Il s'apprêtait à plonger dans les entrailles de Rouen, à la recherche de réponses qui pourraient bien ébranler les fondements même de leur réalité. Alors que la voiture s'éloignait des quais, Claire jeta un dernier regard à la Seine. Dans ces eaux sombres, elle crut apercevoir le reflet fugace d'une silhouette en noir, debout sur la berge. Mais quand elle cligna des yeux, l'apparition avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un sentiment de malaise grandissant et la certitude que le véritable combat ne faisait que commencer. Le lendemain soir, armée d'une lampe torche et accompagnée de Marc, Claire se tenait devant l'entrée d'un ancien tunnel d'égout près de l'église Saint-Maclou. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisissure et d'humidité qui semblait remonter des entrailles de la terre. Le ciel, d'un gris plombé, menaçait de déverser une pluie glaciale à tout moment, comme si même les éléments cherchaient à les dissuader de leur entreprise. Claire vérifia une dernière fois son équipement, lampe frontale, talkie-walkie, plan des souterrains, bien que probablement obsolète, et même une arme de service, bien qu'elle doutât de son utilité face aux dangers qu'il pourrait rencontrer. À ses côtés, Marc semblait nerveux, son regard allant et venant entre l'entrée sombre du tunnel et les rues désertes autour d'eux. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une hésitation inhabituelle. Claire hocha la tête, essayant de projeter une assurance qu'elle ne ressentait qu'à moitié. « C'est notre meilleure piste, Marc. » Sophie ne se souvient de rien, mais les mots de Lefebvre ne cessent de me hanter. Ces tunnels cachent quelque chose, j'en suis certaine. Prenant une profonde inspiration, elle alluma sa lampe frontale et fit un pas dans l'obscurité. L'odeur de renfermé s'intensifia, et le bruit de leurs pas résonna étrangement dans le tunnel étroit. Derrière eux, la lumière du jour s'estompa rapidement, comme avalée par les ténèbres. Ils avancèrent en silence pendant ce qui sembla être une éternité, guidés uniquement par le faisceau de leurs lampes et le plan approximatif que Claire tenait. Les murs suintants semblaient se resserrer autour d'eux, et l'air devenait de plus en plus lourd à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles de Rouen. Soudain, Marc s'arrêta net. « Tu as entendu ça ?» chuchota-t-il. Claire tendit l'oreille. Au début, elle ne perçut que le bruit de l'eau qui gouttait quelque part dans l'obscurité. Puis, elle l'entendit, un murmure lointain, à peine audible, comme une mélodie fredonnée par le vent. « On dirait, un chant » murmura-t-elle, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Ils continuèrent d'avancer, le chant devenant de plus en plus distinct. Les paroles étaient incompréhensibles, dans une langue que Claire ne reconnaissait pas, mais la mélodie avait quelque chose d'hypnotique, presque envoûtant. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent à une intersection. Sur le mur, des symboles étranges étaient gravés dans la pierre, brillant faiblement à la lumière de leurs lampes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Marc, éclairant les inscriptions. Claire passa ses doigts sur les gravures, sentant leur texture rugueuse sous ses doigts. On dirait, des runes anciennes. Mais pourquoi ici? Alors qu'elle examinait les symboles de plus près, essayant de déchiffrer leur signification, un bruit de pas résonna au loin. Instinctivement, ils éteignirent leurs lampes, plongés dans une obscurité totale. « Qui est là ?» appela une voix féminine, tremblante. Claire ralluma sa lampe, révélant une femme d'une cinquantaine d'années, l'air hagard et désorienté. Ses vêtements étaient sales et déchirés par endroits, comme si elle errait dans ces tunnels depuis des jours. « Je suis l'inspectrice Dumont, » dit Claire doucement, essayant de ne pas effrayer la femme. « Que faites-vous ici, madame ?» Martine Rousseau, répondit-elle, ses yeux s'illuminant d'un espoir soudain. « Je cherche mon fils. Thomas. Il a disparu il y a 3 mois. » Le cœur de Claire se serra. Thomas, le deuxième enfant disparu. « Madame Rousseau, ces tunnels sont dangereux. Vous ne devriez pas être ici. » Vous ne comprenez pas, sanglota Martine. J'ai reçu un message. Il disait que je trouverais Thomas ici, dans les catacombes. Claire et Marc échangèrent un regard inquiet. Un message? De qui? Je ne sais pas. Mais regardez.
Elle sortit un morceau de papier froissé de sa poche. C'était une carte grossière des tunnels, avec une croix rouge marquée à un endroit précis. C'était avec le message. Il disait que Thomas m'attendait là-bas. Claire examina la carte, son esprit en ébullition. Les tunnels représentés ne correspondaient que vaguement à leur plan officiel, montrant des passages et des salles dont elle ignorait l'existence. « Madame Rousseau, dit-elle doucement, nous allons vous raccompagner à la surface. Ensuite, j'aurai besoin que vous me racontiez tout sur ce message. » Mais avant que Martine ne puisse répondre, le chant qu'ils avaient entendu plus tôt s'intensifia soudainement. Il semblait venir de partout à la fois, rebondissant sur les murs humides des tunnels. « Thomas !» cria Martine, son visage s'illuminant. « C'est sa voix. Je reconnais sa voix. » Avant que Claire ou Marc ne puissent réagir, la femme s'élança dans l'obscurité, suivant le son envoûtant. « Madame Rousseau, attendez !» cria Claire, se lançant à sa poursuite. Ils coururent à travers un dédale de tunnels, le chant les guidant toujours plus profondément dans les entrailles de la ville. Claire sentait son cœur battre à tout rompre, pas seulement à cause de l'effort physique, mais aussi de la peur grandissante qui s'emparait d'elle. Quelque chose ne collait pas. Ce chant, cette voix, ce n'était pas naturel. Soudain, ils débouchèrent dans une vaste salle souterraine. Des bougies parsemaient l'espace, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de fresques anciennes. Au centre de la pièce se dressait un autel de pierre, et sur cet autel. « Thomas !» s'écria Martine, se précipitant vers une silhouette allongée. Mais Claire l'attrapa par le bras, la retenant. Quelque chose n'allait pas. La silhouette sur l'autel ne bougeait pas, et le chant venait maintenant clairement de derrière eux. Lentement, Claire se retourna. Dans l'embrasure de la porte par laquelle ils étaient entrés se tenait une silhouette sombre, vêtue d'un long manteau noir. Son visage était caché dans l'ombre d'un large chapeau, mais Claire pouvait sentir son regard perçant fixé sur eux. « Bienvenue !» dit une voix grave et mélodieuse, la même qui avait chanté pour les attirer ici. « Je vous attendais. » Claire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle comprit alors qu'il venait de tomber dans un piège soigneusement orchestré. Et que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le temps semblait s'être figé dans la vaste salle souterraine. Claire, Marc et Martine Rousseau restaient immobiles, comme pétrifiés par la présence imposante de l'homme en noir. L'air était lourd, chargé d'une odeur d'encens et de cire fondue, mêlée à quelque chose de plus ancien, de plus primordial. « Qui êtes-vous » demanda enfin Claire, sa main instinctivement posée sur son arme de service. L'homme en noir fit un pas en avant, la lumière vacillante des bougies révélant un visage aux traits fins et aristocratiques. Ses yeux, d'un bleu glacial, semblaient luire d'une lueur surnaturelle. « Je suis le gardien » répondit-il d'une voix qui semblait résonner dans toute la salle. « Le protecteur des secrets de Rouen. Et vous, inspectrice Dumont, vous êtes allée trop loin. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment connaissait-il son nom? Avant qu'elle ne puisse répondre, Martine Rousseau s'avança, les yeux brillants de larmes et de colère. « Où est mon fils » cria-t-elle. « Qu'avez-vous fait de Thomas ?» Le gardien tourna son regard vers elle, et pour un instant, Claire crut voir une lueur de pitié dans ses yeux. « Votre fils est en sécurité, Madame Rousseau. Comme tous les autres enfants. Ils ont été choisis pour un destin plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. » Marc fit un pas en avant, les poings serrés. « Ça suffit avec vos énigmes. Nous sommes de la police, et vous allez nous dire immédiatement où sont ces enfants. » Le gardien eut un sourire triste. « La police? Vous pensez que vos lois, vos badges ont un quelconque pouvoir ici? Dans les profondeurs de Rouen, seules les anciennes règles s'appliquent. » Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans les tunnels environnants. De toutes les entrées de la salle surgirent des silhouettes encapuchonnées, portant des robes noires similaires à celles du gardien. En quelques secondes, Claire, Marc et Martine se retrouvèrent encerclés. « Voici le cercle » annonça le gardien, faisant un geste englobant les nouveaux arrivants. « Les protecteurs séculaires de Rouen. Nous maintenons l'équilibre entre votre monde et ce qui se cache en dessous. » Claire sentait son cœur battre à tout rompre. Son esprit analytique luttait pour donner un sens à ce qu'elle voyait, à ce qu'elle entendait. « De quoi parlez-vous? Quel équilibre ?» Le gardien s'approcha de l'autel central, caressant doucement la pierre ancienne. « Rouen n'est pas qu'une simple ville, inspectrice. C'est un nexus, un point de convergence entre les réalités. Sous nos pieds sommeille une force ancienne, une entité qui, si elle se réveillait, pourrait engloutir non seulement notre ville, mais le monde entier.
Il fit une pause, son regard balayant l'assemblée. Depuis des siècles, le cercle veille. Nous apaisons cette force, nous la nourrissons juste assez pour qu'elle reste endormie. Et pour cela, vous sacrifiez des enfants, termina Claire, la voix tremblante de dégoût et d'incrédulité. Le gardien inclina la tête. Pas des sacrifices, inspectrice. Des offrandes. Leur innocence, leur pureté, c'est ce qui maintient l'équilibre. Martine laissa échapper un cri de douleur et de rage, se jetant vers le gardien. Mais deux membres du cercle l'interceptèrent, la main tenant fermement. Claire sentait la colère monter en elle, mêlée à une peur viscérale. Vous êtes malade, cracha-t-elle. Tous autant que vous êtes. Vous kidnappez des enfants, vous brisez des familles, et tout ça pourquoi? Une superstition? Un conte de fées? Le gardien la fixa d'un regard pénétrant. Vous ne croyez pas, inspectrice? Pas encore. Mais vous verrez. Vous tous, vous verrez. Il fit un geste de la main, et soudain, le sol de la salle commença à trembler. Des fissures apparurent dans la roche, laissant échapper une lueur verdâtre malsaine. Vous voyez, hurla le gardien par-dessus le vacarme grandissant. Vous avez perturbé l'équilibre. Votre intrusion, votre incrédulité, vous allez tout nous condamner. Claire regardait avec horreur le sol s'ouvrir devant elle, révélant un abîme sans fond d'où émanait une chaleur suffocante et des murmures inquiétants. Elle eut juste le temps d'agripper Marc et Martine, les tirant en arrière alors qu'une partie du sol s'effondrait. Il faut sortir d'ici, cria Marc, essayant de se faire entendre par-dessus le grondement de la terre. Mais les membres du cercle les encerclaient toujours, imperturbables malgré le chaos qui se déchaînait autour d'eux. Le gardien, debout au bord de la crevasse béante, étendait les bras comme pour accueillir ce qui montait des profondeurs. « Venez, murmura-t-il d'une voix étrangement calme. Il est temps que vous voyiez la vérité. » Claire vit avec horreur une forme monstrueuse et indistincte commencer à émerger de l'abîme. Son esprit rationnel luttait contre ce qu'elle voyait, refusant d'accepter la réalité de cette chose qui n'aurait jamais dû exister. Dans le chaos qui s'ensuivit, elle prit une décision. Profitant de la confusion, elle attrapa Marc et Martine par le bras. « Courez !» cria-t-elle, les entraînant vers l'une des sorties. Ils s'élancèrent dans les tunnels obscurs, poursuivis par les cris des membres du cercle et le grondement toujours plus fort venant des profondeurs. Claire ne savait pas où elle allait, guidée uniquement par son instinct de survie et la volonté désespérée de s'échapper de ce cauchemar. Alors qu'ils couraient, Claire ne pouvait s'empêcher de penser aux enfants disparus, à Thomas et aux autres. Étaient-ils vraiment en sécurité, comme l'avait affirmé le gardien? Ou étaient-ils destinés à un sort bien pire que tout ce qu'elle pouvait imaginer? Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les secrets enfouis sous Rouen avaient été révélés, et Claire savait qu'elle ne pourrait pas simplement tourner le dos à cette vérité terrifiante. Quoi qu'il arrive, elle devait trouver un moyen de sauver ses enfants et de mettre fin à la folie du cercle. Mais pour l'instant, leur priorité était de survivre et de sortir de ce labyrinthe souterrain. Et tandis qu'ils s'enfonçaient toujours plus profondément dans les entrailles de la ville, Claire se demandait si, cette fois, ils n'étaient pas allés trop loin pour pouvoir revenir en arrière. L'obscurité semblait se refermer sur eux comme un linceul, alors que Claire, Marc et Martine Rousseau s'enfonçaient toujours plus profondément dans le dédale de tunnels sous Rouen. Le bruit de leurs pas précipités résonnait contre les parois humides, se mêlant au grondement lointain qui faisait trembler la terre. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une odeur âcre et métallique qui leur brûlait les poumons. « Par ici !» cria Claire, tirant ses compagnons vers un passage étroit qu'elle venait d'apercevoir à la lueur vacillante de sa lampe frontale. Ils s'y engouffrèrent juste à temps pour voir une partie du plafond s'effondrer derrière eux, bloquant le chemin qu'ils venaient d'emprunter. Le nuage de poussière qui s'éleva les fit tousser violemment, leurs yeux brûlants de larmes. « On ne peut plus faire demi-tour, » constata Marc, la voix rauque. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Claire ?» L'inspectrice prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle sortit la carte que Martine leur avait montrée plus tôt, l'examinant à la lumière de sa lampe. Si ces tunnels correspondent à ceux indiqués ici, il devrait y avoir une sortie vers la surface pas très loin. Martine, qui était restée silencieuse depuis leur fuite, prit soudain la parole. « Et Thomas? Et les autres enfants? On ne peut pas les abandonner. » Claire se tourna vers elle, le visage grave. « Je vous promets, Madame Rousseau, que nous ferons tout pour les retrouver. Mais pour l'instant, notre priorité est de sortir d'ici vivants. » Ils reprirent leur progression, chaque pas les éloignant un peu plus de la surface,
de la lumière, de la sécurité. Claire ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles du gardien, à cette force ancienne qu'il prétendait maintenir endormie. Était-ce vraiment possible? Ou n'était-ce qu'un prétexte pour justifier des actes monstrueux? Soudain, Marc s'arrêta net, tendant l'oreille. Vous entendez ça? Claire et Martine s'immobilisèrent à leur tour. Au début, il n'y avait que le silence, puis, un murmure. Non, pas un murmure. Un chant. Le même chant envoûtant qui les avait attirés plus tôt. Ça vient de par là, dit Marc, pointant vers un tunnel adjacent. Non, répliqua Claire fermement. C'est un piège. Ils essaient de nous attirer. Mais Martine avait déjà fait d'un pas vers la source du son, les yeux brillants d'un espoir désespéré. C'est la voix de Thomas. Je la reconnaîtrai entre mille. Avant que Claire ou Marc ne puissent réagir, elle s'élança dans le tunnel, disparaissant rapidement dans l'obscurité. Merde, jura Claire. Madame Rousseau, revenez. Ils se lancèrent à sa poursuite, le cœur battant la chamade. Le tunnel semblait s'étendre à l'infini, se rétrécissant par endroits au point qu'ils devaient progresser de côté. Le chant se faisait de plus en plus fort, résonnant dans leur tête comme s'il venait de l'intérieur même de leur crâne. Enfin, ils débouchèrent dans une vaste caverne naturelle. Des stalactites pendaient du plafond comme autant de dents menaçantes, et un lac souterrain aux eaux noires et huileuses occupait une grande partie de l'espace. Au centre, sur un îlot rocheux, se dressait une structure ancienne qui ressemblait à un temple en ruine. Et là, au milieu des colonnes brisées, se tenait Martine Rousseau, figée comme une statue. Madame Rousseau, appela Claire, sa voix se répercutant étrangement dans la caverne. Lentement, très lentement, Martine se retourna. Son visage était d'une pâleur de craie, et ses yeux brillaient d'une lueur verdâtre qui n'avait rien d'humain. Il est là, dit-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. Il attend. Il a toujours attendu. Claire sentit Marc se raidir à côté d'elle. Claire, murmura-t-il, regarde l'eau. Elle baissa les yeux vers le lac et sentit son sang se glacer dans ses veines. La surface de l'eau commençait à bouillonner, comme si quelque chose d'énorme remontait des profondeurs. Il faut partir, dit-elle, attrapant Marc par le bras. Maintenant. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, le gardien émergea de l'ombre, suivi de près par les membres du cercle. Ils les encerclèrent rapidement, leur coupant toute retraite. Vous ne pouvez plus fuir, déclara le gardien, sa voix empreinte d'une gravité solennelle. Il est temps d'affronter la vérité. De voir ce que nous avons protégé pendant des siècles. L'eau du lac s'agitait de plus en plus violemment. Une forme monstrueuse et indistincte commençait à émerger, si grande qu'elle semblait remplir toute la caverne. Claire sentit son esprit vaciller au bord de la folie. Ce qu'elle voyait ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas exister. Et pourtant. Voici la vérité, inspectrice Dumont, dit le gardien, ses yeux brillant d'une ferveur presque religieuse. Voici le prix de votre curiosité. Le destin de Rouen, et peut-être du monde entier, repose maintenant entre vos mains. Alors que la créature émergeait complètement du lac, répandant une odeur de pourriture et d'ancienneté, Claire comprit que sa vie, et tout ce en quoi elle croyait, venait de basculer irrémédiablement. Les mystères de Rouen étaient bien plus profonds et terrifiants qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Et maintenant, face à l'horreur indicible qui se dressait devant eux, elle devait prendre une décision qui pourrait sceller le sort de l'humanité tout entière. Le temps semblait s'être figé dans la caverne souterraine. Claire, Marc et les membres du cercle restaient immobiles, comme pétrifiés par la vision cauchemardesque qui se dressait devant eux. La créature, maintenant entièrement sortie du lac, défiait toute description. Son corps immense et amorphe semblait constamment changer de forme, oscillant entre une masse tentaculaire et une silhouette vaguement humanoïde. Des yeux, ou ce qui y ressemblait, s'ouvraient et se refermaient sur toute sa surface, fixant l'assemblée d'un regard ancien et insondable. Claire sentit son esprit vaciller au bord de la folie. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur le monde, sur la réalité elle-même, s'effondrait face à cette entité qui n'aurait jamais dû exister. « Qu'est-ce que c'est que cette chose » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le grondement sourd qui émanait de la créature. Le gardien s'avança, son visage illuminé d'une ferveur presque extatique. « C'est l'ancien, répondit-il. Le gardien primordial de Rouen. Il dormait sous la ville depuis des millénaires, se nourrissant des rêves et des cauchemars de ses habitants. Mais maintenant, grâce à vous, il s'éveille. » Marc fit un pas en avant, les poings serrés. « Et les enfants ? Quel rôle joue-t-il dans tout ça ?» Le gardien eut un sourire triste.
Ils sont le lien, le pont entre notre monde et celui de l'ancien. Leur innocence, leur imagination sans limite, c'est ce qui permet de maintenir l'équilibre. Soudain, comme en réponse à ces paroles, la créature émit un son. Ce n'était pas un rugissement ou un cri, mais plutôt une mélodie étrange et discordante qui semblait résonner directement dans leur tête. Claire reconnut avec horreur le chant qu'ils avaient entendu plus tôt dans les tunnels. Et là, au milieu de ce chaos de sons et de visions cauchemardesques, elle les vit. Des silhouettes d'enfants, translucides et éthérées, flottant autour de la créature comme des fantômes. Parmi eux, elle reconnut Thomas, le fils de Martine Rousseau. « Non » cria Claire, faisant un pas en avant. « Laissez-les partir !» Mais avant qu'elle ne puisse faire un geste de plus, le sol sous ses pieds commença à trembler violemment. Des fissures apparurent dans la roche, laissant échapper une lueur verdâtre malsaine. Claire perdit l'équilibre et tomba en arrière, basculant dans une crevasse qui venait de s'ouvrir. Elle chuta dans un tourbillon de lumière et d'obscurité, les cris de Marc et des autres s'estompant rapidement. Pendant ce qui lui sembla une éternité, elle flotta dans un vide sans fin, entourée de visions fugaces et de murmures incompréhensibles. Puis, aussi soudainement que sa chute avait commencé, elle s'arrêta. Claire se retrouva debout sur un sol de brume, dans une version fantomatique et déformée de Rouen. Les bâtiments familiers de la ville se dressaient autour d'elle, mais ils semblaient onduler et changer constamment, comme des reflets dans l'eau. « Bienvenue, Claire » dit une voix familière derrière elle. Elle se retourna pour faire face à Albert Lefebvre, l'archiviste qu'elle avait rencontré au début de cette affaire. Mais il semblait différent, plus jeune et plus éthéré. « Où suis-je » demanda-t-elle, désorientée. « Dans les limbes de Rouen » répondit-il. « L'endroit où les secrets de la ville reposent, où le temps n'a pas de prise. C'est ici que le passé, le présent et l'avenir se mêlent. » Des silhouettes d'enfants jouaient dans les rues brumeuses, leur rire résonnant de manière inquiétante. Claire reconnut parmi eux les enfants disparus qu'elle avait vus autour de la créature. « Tous ces enfants » murmura-t-elle. Albert hocha tristement la tête. « Ils sont coincés ici, entre deux mondes. Ni vraiment vivants, ni vraiment morts. Leur innocence, leur imagination, c'est ce qui nourrit l'ancien et maintient l'équilibre de la ville. » Claire sentit la colère monter en elle. « C'est monstrueux. Il doit y avoir un autre moyen. » Le visage d'Albert s'assombrit. « Il y en a un. Mais le prix à payer est lourd, Claire. Très lourd. » Soudain, le sol commença à trembler, tout comme dans la caverne. Des fissures apparurent dans le tissu même de cette réalité, laissant entrevoir des aperçus terrifiants d'autres mondes, d'autres dimensions. « L'équilibre est rompu, » dit Albert, sa voix empreinte d'urgence. « L'ancien se réveille complètement. Si nous ne faisons rien, il dévorera non seulement Rouen, mais le monde entier. » Claire sentit le poids de la décision qui pesait sur ses épaules. Elle regarda les enfants, puis les fissures béantes qui s'ouvraient autour d'eux, puis de nouveau Albert. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Albert la fixa d'un regard pénétrant. « Tu dois faire un choix, Claire. Un sacrifice. Toi ou les enfants. Une âme pure et volontaire pour apaiser l'ancien et le rendormir, ou laisser les enfants continuer à le nourrir pour l'éternité. » Claire sentit son cœur se serrer. Le choix était impossible, monstrueux. Et pourtant, elle savait ce qu'elle devait faire. « Comment je procède » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Albert tendit la main vers une fissure particulièrement large qui s'était ouverte devant eux. « Tu dois plonger dans l'abîme, Claire. Offrir ton essence à l'ancien. Mais je dois te prévenir, si tu fais ça, tu ne reviendras jamais. Du moins, pas comme tu étais. » Claire prit une profonde inspiration, sentant le poids de sa décision. Elle pensa à Marc, à sa famille, à sa vie à la surface. Puis elle regarda les enfants, innocents et piégés dans ce purgatoire éthéré. « Je suis prête, » dit-elle finalement. Albert hocha gravement la tête. « Alors va, Claire Dumont. Et que ton sacrifice ne soit pas vain. » Claire s'avança vers la fissure, sentant la chaleur et le chaos qui en émanait. Avec un dernier regard en arrière, elle plongea dans l'abîme, son cri se perdant dans le rugissement assourdissant de l'ancien qui l'engloutissait. Le monde explosa en un kaléidoscope de souvenirs et d'émotions. Claire sentit qu'elle se dissolvait, devenant une avec la ville, ses joies, ses peines, son histoire. Et au cœur de tout cela, une présence ancienne, affamée non pas de sang, mais de compréhension. Dans un dernier effort de volonté, Claire tendit son esprit vers cette présence,
offrant non pas la peur, mais l'empathie. La compassion. L'amour. Et alors que tout semblait sur le point de s'effondrer, une lueur d'espoir naquit dans les profondeurs de Rouen. L'aube se levait sur Rouen, baignant les vieilles pierres de la cathédrale d'une douce lumière dorée. Les rues, encore désertes à 7 heures matinales, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme si la ville elle-même respirait un air plus pur. Marc Leroy se tenait devant la cathédrale, les yeux cernés témoignant des nuits blanches qui avaient suivi les événements dans les catacombes. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit fatidique où Claire avait disparu dans les profondeurs. Une semaine de recherches frénétiques, d'interrogations sans fin, et de remise en question de tout ce qu'il croyait savoir sur le monde. Le soleil montait lentement dans le ciel, ses rayons caressant les gargouilles et les arcs-boutants de la cathédrale. Marc ne put s'empêcher de penser que la lumière semblait différente ce matin-là, plus vive, plus vivante. Monsieur Leroy. Une voix douce le tira de ses pensées. Il se retourna pour voir Thomas, le fils de Martine Rousseau, accompagné de sa mère. Le garçon avait repris des couleurs, son regard n'était plus hanté comme il l'avait été lors de son retour mystérieux 2 jours après la disparition de Claire. « Je voulais vous remercier, » dit Madame Rousseau, les yeux brillants de larmes contenues. « Pour tout ce que vous avez fait. » Et Claire? A-t-on des nouvelles? Marc secoua tristement la tête. Les recherches n'avaient rien donné. C'était comme si son ami et collègue s'étaient évaporés dans les airs. Nous continuons à chercher, dit-il, essayant de garder un ton rassurant malgré le doute qui le rongeait. Soudain, un mouvement attira son attention. Une silhouette familière descendait les marches de la cathédrale. Marc cligna des yeux, incrédule. Ce n'était pas possible. Claire, aplatit-il, sa voix tremblante d'émotion. Elle se tourna vers lui, et Marc sentit son cœur manquer un battement. C'était bien Claire, et pourtant. Elle semblait différente. Ses cheveux, autrefois d'un brun foncé, étaient maintenant parsemés de mèches argentées. Mais c'était surtout son regard qui avait changé. Ses yeux semblaient contenir des galaxies entières, une sagesse ancienne mêlée à une compassion infinie. « Marc, dit-elle doucement en s'approchant. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à revenir. » Il la serra dans ses bras, n'osant croire qu'elle était réelle. Que s'est-il passé? Où étais-tu? Claire caressa doucement la pierre de la cathédrale, un geste empreint d'une familiarité étrange. J'ai vu le cœur de Rouen, Marc. J'ai compris. Elle leur raconta alors une histoire incroyable. Comment elle avait plongé dans l'essence même de la ville, fusionnant avec l'entité ancienne que le cercle appelait l'Ancien. Comment elle avait vu l'histoire de Rouen se dérouler devant ses yeux, comprenant enfin le rôle du cercle et la nature des sacrifices. L'Ancien n'était pas maléfique, expliqua-t-elle. Juste, incompris. Seul. Il avait besoin de connexion, pas de sacrifice. Le cercle pensait bien faire, mais il nourrissait la peur au lieu de l'apaiser. Thomas s'approcha timidement de Claire. Vous nous avez sauvés, dit-il doucement. Je me souviens de votre voix dans l'obscurité. Claire sourit, s'agenouillant pour être à la hauteur du garçon. Vous vous êtes sauvé vous-même, Thomas. Votre courage, votre innocence, c'est ce qui a permis de rétablir l'équilibre. Marc regardait la scène, encore sous le choc. Et maintenant? Qu'est-ce que tout cela signifie pour Rouen? Pour nous? Claire se releva, son regard balayant la place qui commençait à s'animer avec les premiers passants de la journée. Maintenant, nous guérissons. Nous reconstruisons. Rouen a une nouvelle gardienne, Marc. Et elle veillera à ce que plus jamais un enfant ne soit sacrifié au nom de la peur. Alors qu'il marchait dans les rues de la ville, Marc sentit que quelque chose avait fondamentalement changé. Les ombres qui avaient si longtemps hanté Rouen semblaient s'être dissipées, laissant place à une lumière nouvelle, porteuse d'espoir et de renouveau. Claire s'arrêta un instant, fermant les yeux comme pour écouter une mélodie inaudible. « Tu entends » murmura-t-elle. Marc tendit l'oreille, mais n'entendit que le bruissement du vent dans les arbres et le lointain carillon de la cathédrale. Claire sourit, ouvrant les yeux. « C'est le chant de Rouen, Marc. Et il ne parle plus de peur ou de sacrifice. Il parle d'avenir. » Au fil des jours qui suivirent, la ville sembla renaître. Les disparitions cessèrent, les cauchemars qui avaient hanté les nuits de nombreux habitants s'estompèrent. Le cercle fut dissous, ses membres choisissant soit de quitter la ville, soit d'œuvrer à sa reconstruction sous la guidance bienveillante de Claire. L'inspectrice Dumont reprit officiellement son poste, mais tous ceux qui la côtoyaient sentaient qu'elle était devenue bien plus qu'une simple policière.
Elle était devenue le cœur battant de Rouen, son protecteur et son guide. Les catacombes furent scellées, non pas par peur, mais par respect. L'Ancien, apaisé par le sacrifice et la compréhension de Claire, retomba dans un sommeil paisible, veillant sur la ville depuis les profondeurs. Et ainsi, Rouen entra dans une nouvelle ère. Une ère de lumière, de compréhension et d'harmonie entre le monde visible et les mystères cachés sous ses pavés. Les ombres n'avaient pas disparu, mais elles ne menaçaient plus d'engloutir la ville. Elles faisaient simplement partie de son riche tissu, un rappel constant que la véritable force réside dans l'équilibre et la compréhension mutuelle. Alors que le soleil se couchait sur cette nouvelle Rouen, Claire Dumont, gardienne de la ville et de ses secrets, regardait les lumières s'allumer une à une. Elle sourit, sentant le pouls de la cité battre en harmonie avec le sien. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des siècles, il était rempli d'espoir. Fin.